Salut tout le monde et bienvenue à la capsule 6.1 de votre cours de programmation orientée objet. Aujourd'hui, donc, on commence le chapitre 6. Chapitre 6 qui va être séparé en trois morceaux. Une partie sur la bibliothèque standard où on va parler un peu des entrées-sorties, see-in, see-out, qu'on utilise depuis le tout début de l'automne, mais qu'on connaît très mal en fait. Donc, on va voir exactement comment ça fonctionne à l'interne, puis on va voir les possibilités qu'ils vont nous offrir. Ensuite, on va parler de comment lire et écrire dans des fichiers. Et finalement, on va terminer avec un petit chapitre sur les strings. Donc, les strings aussi, on s'en sert depuis l'automne, mais on va voir, en plus de faire un petit recap rapide, là, on va voir exactement ce qu'on peut faire avec, puis des fonctionnalités un peu plus avancées. Donc, pour aujourd'hui, on commence avec les entrées-sorties. Donc, aujourd'hui, on commence avec ça, l'entrée-sortie. Vous avez, comme d'habitude, le diaporama dans PowerPoint, mais je ne vais pas suivre les diapos une après l'autre dans l'ordre. Il y a quand même beaucoup de stock sur ces diapos-là que je ne vais pas formellement couvrir. Donc, je vous invite à les lire si c'est quelque chose qui vous intéresse et à revenir voir pour avoir plus de détails. Je prends quelques instants juste pour vous montrer ce beau graphique-là de la hiérarchie des classes d'entrée-sortie. En fait, ce qu'on utilise, nous, depuis le début, c'est see-in puis see-out qui sont ici là-dedans. Puis on sait que tous les deux se trouvent dans IOStream, la bibliothèque qu'on doit inclure à chaque fois qu'on veut faire du see-in puis du see-out. Il y a en réalité toute une hiérarchie autour de ça. See-in est réellement est un objet particulier de la classe iStream. iStream qui est donc un flux d'entrée, input stream. Puis cout, lui, est un objet de la classe OStream, output stream, donc un flux de sortie, donc ce qui sert à afficher à l'écran. On sait que iStream fait partie de la bibliothèque iStream, que OStream fait partie de la bibliothèque OStream. Tous les deux dérivent en fait de iOS, donc Input, Output Services, donc qui elle-même se trouve dans la librairie iOS. iOS dérive de iOS Base. Donc, c'est toute une hiérarchie de classes. iOS Base est la classe parent, iOS est enfant, mais ensuite à elle-même iStream et OStream comme enfant, qui tous les deux sont tous les deux parents de iOStream. En plus de ça, on va parler aujourd'hui de tout ce qu'il y a dans la librairie FStream, donc FileStream, des flux vers des fichiers. Puis là, ben, on a tous les équivalents, mais avec un F de rajouter. IFStream, Input File Stream, donc un flux de fichiers en entrée. OFStream en sortie. FStream tout court, qui est un peu un mélange des deux. On ne parlera pas vraiment de StringStream, on ne se servira pas de ça cette session-ci, mais c'est là. Tout simplement, sachez que ça existe. Donc, en fait, les entrées-sorties, depuis le début, ce qu'on voit, c'est qu'on utilise see-in puis see-out. See-in va lire au clavier, puis see-out, de son côté, va écrire à l'écran. C'est pas exactement ça qui se passe en réalité. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. À l'intérieur de see-in puis de see-out, en fait, on est connecté sur un flux. Un flux, c'est comme une zone de mémoire, ce qu'on appelle une zone de mémoire tampon, qui est donc entre deux trucs. Donc ici, on a le clavier d'un côté et le programme de l'autre. Puis entre les deux, on a notre flux d'entrée. See-in, en fait, va lire dans le flux d'entrée. Il ne va pas lire au clavier, techniquement. Il va lire dans cette zone de mémoire-là, qui, elle, est alimentée par le clavier lorsque on essaie de faire une lecture dans un flux vide. Ce flux-là va aller tenter de se remplir au clavier. Et, évidemment, on va voir plus tard que tout à l'heure qu'on peut faire la même chose dans un fichier. Donc, ça, on y reviendra. Fait que là, CN, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va lire dans ce flux-là, dans cette zone de mémoire-là, puis il dit, bon, ben moi, j'ai besoin de données, donne-moi des données. Je veux un mot, tu me donnes un mot, puis moi, je vais l'utiliser, je vais le mettre dans une variable. Si tu n'as pas de mot à me donner parce que tu es vide, ben va le chercher au clavier, puis là, la personne pourra taper au clavier pour faire remplir ce tampon-là. À mesure qu'on enlève des données là-dedans parce que le programme les prend, ils disparaissent de la zone tampon. Par contre, si on n'utilise pas finalement une donnée qui est là, bien, cette donnée-là va rester dans le flux d'entrée. Puis la prochaine fois qu'on va faire un autre see-in, il va retourner lire la même donnée exacte. De la même façon, lorsque le programme veut écrire à l'écran, il fait see-out. See-out va simplement aller remplir la zone tampon, puis cette zone tampon-là, à mesure qu'elle est pleine, elle s'en va se domper vers le dispositif de sortie qui est, mettons pour l'instant, l'écran, mais qui pourra aussi être
des fichiers. Donc, c'est réellement comme ça que ça se passe. Il ne faut pas perdre de vue cette notion-là. Et c'est ça qui explique ce qui arrive si vous faites un cin et que vous tentez d'entrer la donnée dans un int et que la personne qui tape au clavier entre un mot. Par exemple, ici, si je suis ici et je fais cin i. Si je fais cin i, je m'attends à aller lire un nombre, puis à le mettre dans i parce que i est un int. Qu'est-ce qui se passe si la personne écrit « Allô » à l'écran? Bien, il se passe que ça ne marche pas. Le i ne sera pas initialisé. Mais, encore pire, si je fais un deuxième cin, attends, je m'en fais un deuxième. Dans le bon sens, ça va aller mieux. Et là, je lis dans J cette fois-ci. Puis là, on va faire un cout juste pour indiquer qu'on est rendu là. Donc, mettons que je fais ça ici. Pour l'instant, on va commenter tout le reste. J'y reviens tout à l'heure. Donc, si je fais 2 lectures d'affilée, puis ensuite j'écris Allô. Qu'est-ce qui se passe quand j'exécute ce programme-là et que je n'entre pas un nombre à ma première lecture? Donc, j'écris Bonjour. Le bonjour, évidemment, ne pourra pas aller se placer dans i. Donc, i va rester non initialisé. Mais qu'est-ce qui va se passer quand on va faire la prochaine lecture? Vous voyez, il ne l'a pas fait. Il a sauté par-dessus le CNJ. Comment ça? Après ça, il a écrit Allô, puis là, bon, le reste, ça n'a pas rapport, c'est des trucs plus loin qu'on verra. Donc, il a sauté un cin. En réalité, il ne l'a pas sauté, réellement, le cin. Il a essayé de le faire. Ce qui s'est passé, c'est que dans mon flux d'entrée, le premier cin est arrivé et a dit « J'ai besoin d'une donnée. Le flux est vide. Le flux va aller se remplir au clavier. » Là, le clavier écrit « Bonjour ». Là, il y a le mot « Bonjour » qui entre ici dans cette zone mémoire-là. Et là, ensuite, cin prend « Bonjour », essaie de le mettre dans la variable « Oh, ça ne fonctionne pas, désolé ». Alors ça, c'est simplement raté. On continue la suite de notre programme. Et là, cette fois-ci, on va faire CNJ. Bien, le bonjour, il est encore ici parce que comme il n'a pas réellement été utilisé, il reste dans la mémoire. Alors, le prochain cin va lire encore bonjour lui aussi. On va essayer de le mettre dans J. Ça ne marchera encore pas. Le bonjour va rester dans la zone tampon. Puis, on continue le programme. Donc là, on a l'impression que le deuxième cin a été sauté. Il n'a pas été sauté. Il a tenté de lire lui aussi la même donnée qui est restée à l'intérieur de notre flux d'entrée. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour corriger ça? Bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Effectivement, on peut faire quelque chose. La chose qu'on peut faire, ça nous demande de savoir 2 choses. Premièrement, il faut savoir que cin, étant donné que cin est un objet, lorsqu'on fait cin, on peut faire cin point, et là, on a accès à tout un monde de fonctionnalités qu'on ne soupçonnait pas. Il y a tout un paquet de fonctions et d'attributs qu'on peut aller utiliser ici. Donc, il y a plein de stocks. On ne va pas couvrir tout ça. Dans les notes de cours, vous allez en voir que je ne mentionnerai pas nécessairement ici si vous voulez aller lire ça. Puis, il y en a encore plus d'autres si vous voulez lire ailleurs là-dessus. Ce qui est intéressant dans notre cas ici, c'est que cin contient la fonction fail. La fonction fail retourne vrai ou faux. Vrai s'il y a eu un fail, puis faux sinon. Donc, ça nous permet de savoir est-ce que la dernière affaire qu'on a faite avec cin a planté. Ce n'est pas tout à fait la dernière affaire, mais est-ce qu'il y a eu une erreur? Donc, si, mettons, je fais ça ici, je refais ce que je faisais tout à l'heure, je lis dans i, bien là, je peux vérifier si cin.fail, on n'oublie pas que c'est une fonction, donc il faut mettre les parenthèses. S'il y a eu un fail, là, je peux marquer erreur, comme ça. Puis, mettons, sinon, s'il n'y a pas eu de fail, ça veut dire que ça a marché et que donc i a été rempli. Donc, je vais afficher i à ce moment-là. Voilà, je vais continuer à laisser cette partie-là commenter. Puis là, il y a un cout là que je vais enlever. Alors voilà, donc on lit, on vérifie est-ce qu'il y a une erreur. Puis s'il y a une erreur, on sait que le i n'a pas été réellement rempli. Donc si j'écris allô, on me dit erreur. Donc il a détecté qu'on est dans une situation d'erreur. Puis là, on peut faire quelque chose pour réagir. Si je ne donne pas d'erreur, je fais mettons 9, bien, ça marche. Il détecte qu'il n'y a pas d'erreur, puis là, le i contient bel et bien 9. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire exactement s'il y a une erreur? Bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut recommencer, tout simplement, afficher un message d'erreur et recommencer la lecture. La chose à savoir, par contre, c'est que lorsqu'on veut recommencer la lecture, il va falloir faire 2 choses. Effacer ce qu'il y a dans la zone tampon,
parce qu'on sait que notre mot, mettons que j'ai écrit bonjour, il est encore là dans la zone tampon. Fait que si je recommence un CIN, même si je sais qu'il y a une erreur, le prochain CIN va aller relire le même bonjour, puis on va tourner en rond avec une erreur infinie. Donc, il faut pouvoir effacer la zone tampon. Et ensuite, très important, il faut aussi enlever le flag d'erreur. Parce que le fail, aussitôt qu'il y a eu un fail, c'est comme si c'était un drapeau qui se lève et qui dit « Donc, on est en fail en ce moment ». Et lui, il reste levé tant qu'on ne l'enlève pas de là. Donc, même si après, on refait des lectures qui marchent, il continue de dire « Fail, 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 on est en fail ». Donc, il faut l'enlever pour pouvoir savoir que, OK, on recommence à zéro, tout clean, puis maintenant, on réessaie une autre lecture. Donc, comment on va faire ça? Bien, c'est simple, on va utiliser la fonction clear et la fonction ignore. Donc, la fonction clear, tout simplement, fait juste enlever tous les flags. C'est là, en fait, surtout pour enlever celui de fail. Donc, quand on fait clear, ça éteint tous les flags, puis on repart à 9 comme si on n'avait rien fait encore. Et ignore sert à ignorer une partie du tampon. Donc, on peut lui dire, ignore les X prochains caractères qui sont dans le tampon. Donc, autrement dit, enlève-les de là. Puis la prochaine lecture, on va lire ce qu'il y a après. Là, notre but à nous, c'est pas de lui dire, ignore les 8 prochains caractères ou les 7 prochains caractères parce que la personne a écrit bonjour. On ne le sait pas ce que la personne a écrit. Peut-être qu'elle a écrit 14 caractères, peut-être qu'elle a écrit juste 2. Donc, qu'est-ce qu'on en sait? Fait que le truc, c'est qu'on va lui dire, OK, ignore tous les caractères qu'il y a dedans. Et comment ça se fait, ça, tous les caractères? La lecture est un petit peu complexe, mais on lui dit, OK, CIN ignore ceci. Et qu'est-ce que tu vas ignorer? Bien, va dans CIN et va chercher la fonction RDBuff, donc Read Buffer. Read Buffer, c'est le tampon de lecture, c'est cette zone-là de tampon. Donc, la fonction Read Buffer nous retourne un pointeur vers le tampon de lecture. Et là, ce tampon de lecture-là, comme c'est un pointeur, on utilise la petite flèche pour aller chercher sa fonction à lui, in_avail. Donc, autrement dit, in available, ce qui est disponible en lecture. Finalement, on lui dit, va dans le tampon de lecture, demande-lui combien il y a de caractères de disponibles dedans et ignore tout ce nombre de caractères-là. Fait que finalement, il va ignorer tout ce qui est dans le tampon. Puis ça va être effacé. Donc, c'est un petit peu complexe comme syntaxe. Moi, personnellement, d'une fois à l'autre, c'est pas un truc qu'on fait extrêmement souvent. J'oublie tout le temps c'était quelle fonction exactement. Il faut que je regosse pour le retrouver. Mais vous avez ça dans les notes. Vous pouvez l'utiliser une couple de fois, essayer de l'apprendre. Sinon, retournez le voir dans les notes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on dit j'efface les flags, j'ignore ces caractères-là complets, donc j'efface finalement le buffer. Et après ça, là, je peux faire un CIN. Et s'il y a une erreur, ben là, j'écris un message d'erreur et je recommence tant qu'il y a une erreur. Et là, ben, s'il y a une erreur, je vais réeffacer les flags, je vais ignorer la zone tampon de son contenu actuel, puis je vais faire un nouveau CIN. Donc, comme la zone tampon a été vidée, le nouveau CIN, lui, va dire « Ah, la zone est vide, je vais aller rechercher au clavier. » Puis là, il va réellement le refaire. Puis après ça, ben, si ça marche, on va lui demander d'afficher le I qu'il y a eu. Donc, on essaye ça comme ça. Au début, il efface les flags et il vide le tampon pour rien, parce que c'est la première fois, puis il n'y a rien. Mais si j'écris « Bonjour », là, il m'écrit « Oups », mon message d'erreur. Puis là, on est en erreur, donc on revient ici. Là, on efface les flags d'erreur, on vide le tampon, puis là, le CIN, cette fois-ci, se refait. Donc là, il attend au clavier parce qu'il n'y a plus rien dans le tampon. Puis là, si j'écris « Allô », il va me refaire mon message d'erreur. Éventuellement, si je mets un nombre, là, cette fois-là, ça marche. Donc, on n'est pas en erreur, on sort de la boucle, puis là, on affiche notre nom. Donc, ça nous permet d'être sûr que notre lecture a bel et bien fonctionné et d'éviter tous les problèmes lorsque quelqu'un nous écrit du texte à la place des nombres. À noter que si la personne écrit, mettons, 87 et des lettres, bien, le 87, lui, va marcher, va être placé dans le I. Les lettres qui sont là, elles, vont rester dans le tampon après. Donc, c'est pour ça que c'est souvent pratique de commencer un CIN par tout vider pour dire on repart à zéro si on ne s'attend pas à ce qu'il y ait quoi que ce soit déjà derrière. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Des petits trucs pratiques avec le CIN. Avec le cout, quelques trucs pratiques aussi à savoir. Ben, cout, ça sert juste à afficher, donc ça affiche puis c'est réglé. Un truc qu'on peut faire de façon cool, c'est qu'on peut changer la façon dont l'affichage se fait exactement. Il y a plein de fonctions pour ça, mais une des fonctions s'appelle setF. SetF, ça veut dire set un flag.
Les flags, comme je vous disais, c'est un peu comme juste des booléens qu'on set. On allume le flag, puis là, ben, maintenant, ça représente que quelque chose est seté, puis il va avoir un comportement différent. Donc, on peut lui demander de setter certains flags. On peut aussi lui demander de unsetter des flags avec la fonction unsetF pour les rééteindre. Puis, en jouant avec ces flags-là, ben, on peut changer comment tout ça va être affiché. Par exemple, on peut lui dire set le flag hex pour afficher les nombres en hexadécimal. Tous les flags doivent être préfixés de iOS 2.2 parce que c'est dans cet espace de nom-là qu'ils se trouvent tous. Donc, on lui dit set le flag hex, puis il va mettre les trucs en hexadécimal. Par contre, il faut, pour être sûr que ça marche, il faut unsetter les autres bases, donc le décimal puis l'octal. Il faut éteindre les autres pour qu'il y ait seulement hexa qui soit allumé. Et une façon simple de faire ça, c'est de passer comme deuxième paramètre à notre set quoi unsetter. Parce que le set, le premier flag va être seté, puis le deuxième va être unseté. Et là, on peut lui passer base field, qui veut dire enlève tous les champs de base, donc il éteint toutes les bases, le hexa, le octal, le décimal, puis il va allumer uniquement le hex. Puis là, à partir de ce moment-là, ben, notre nombre va s'afficher en hexadécimal. Voilà, si j'écris 85, il m'écrit, oh, 55. Ça paraît peut-être pas, là, mais c'est de l'hexa, ça. 5 paquets de 16, ça fait 80, plus 5. Si on essaye un plus gros chiffre, on voit un peu plus que c'est de l'hexa parce qu'on a une lettre. Donc, ça, c'est cool. Et en plus, ben, on peut en setter d'autres. Le showbase va nous indiquer c'est quoi la base qui est utilisée. Fait qu'autrement dit, il va nous mettre un 0x avant. Comme ça, on le sait que c'est de l'hexadécimal. C'est plus parlant, particulièrement dans le cas où tantôt ça écrivait 55. On peut même faire aussi uppercase, puis là, il va nous mettre les lettres en majuscule lorsqu'il y en a en hexadécimal, ce qui est un peu plus courant. Donc, on peut en setter plusieurs comme ça. Il en existe plein d'autres flags. Vous avez une diapo qui vous en montre plusieurs. On les appelle les indicateurs en français. Désolé, j'utilise flag depuis tantôt, c'est un anglicisme. Donc, il y en a plusieurs ici. La plupart sont assez parlants. Vous pourrez aller lire ça si ça vous intéresse. Donc, on les set comme ça, puis là, ils sont setés, puis c'est réglé. Un autre truc qui peut être intéressant, c'est de changer la précision et la largeur d'un champ lorsque on a des floats. La largeur, width, c'est cout.width, là, ce n'est pas un indicateur, celui-là, c'est directement une fonction. On lui dit la largeur qu'on veut qu'il utilise. On peut même lui dire remplis avec un caractère tous les espaces avant. Donc, si ton nombre n'est pas assez large, ben, tu vas remplir le reste avec un certain caractère. Par défaut, il met des espaces si on n'y en demande pas. Et on peut mettre une précision où il va arrondir le nombre à cette précision-là, à l'affichage seulement. Évidemment, ça ne change pas le contenu de la variable. À noter par contre que ces fonctions-là, width, fill et precision, c'est uniquement pour le prochain cout ben, jusqu'au prochain endline. Dès qu'il y a un endline, les autres cout d'après ne tiendront plus compte de ça. Il va falloir les redemander à chaque fois. Par contre, les indicateurs, lorsqu'ils sont setés, vont rester setés tout au long du programme jusqu'à ce qu'on les unset avec la fonction unsetF. Donc voilà, ça c'est des petits trucs simplement pour le fun. Ce n'est pas absolument obligatoire d'utiliser ça, mais lorsqu'on en a besoin, c'est pratique.